Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de ma grand-mère, Lise Payette. Je ne savais pas encore, en acceptant ce projet-là, que je partirais en même temps sur les traces du Québec. Parce que sa vie, c'est aussi l'histoire de tout un peuple. Elle anime pendant 7 ans une quotidienne à la radio et triomphe avec son émission vedette « Appelez-moi Lise ». Elle était la Oprah Winfrey du Québec. Elle conçoit et anime le concours du plus bel homme du Canada. Avec la libération de la femme, nous assistons à l'avènement de l'homme-objet. Elle était effrontée. Vous avez toujours des problèmes de mémoire avec vos chansons. Vous, avec vos questions. Je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. Elle devient ministre dans le gouvernement de René Lévesque et crée la loi sur l'assurance automobile. C'est un héritage formidable, cet élan qu'elle a donné aux femmes de ma génération. Elle continue sa lutte pour la condition féminine et la réalisation de la souveraineté. Elle écrit de nombreux téléromans, documentaires et livres et lègue à la postérité un héritage impressionnant pour tous les Québécois. Tout le peuple québécois, vous nous avez marqués et vous êtes en nous. Elle s'appelle Lise Payette et c'est ma grand-mère. Est-ce que quelqu'un sait qui est Lise Payette? Je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est l'une des premières femmes à être partie sur l'espace, dans l'espace. C'est Julie Payette. Julie Payette, donc je sais pas. J'ai aucune idée. T'as pas idée? Ça te dit rien, Lise Payette? Non, sérieusement, je sais pas. J'ai vu son nom hier dans mon cours, mais je m'en rappelle pas. Ah, quand même, elle était dans votre cours. Bon signe. Alors toi, est-ce que ça te dit quelque chose, Lise Payette? Ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Ça me trotte dans la tête, mais j'ai pas de réponse pour vous dire qu'est-ce qu'elle aurait fait. C'est juste que je me rappelle que j'avais entendu son nom en politique, mais je me rappelle pas où exactement, là. Voilà une autre raison qui a motivé ma démarche. Je sais pas ce qui se passe, je suis émue. Juste le fait de t'avoir là, en train de faire ça ensemble. J'ai jamais pensé que je vivrais assez vieille pour en arriver là. Puis je pense que tu te rends pas compte à quel point, pour moi, c'est quelque chose d'intimidant. Parce que, pour moi, tu es la plus grande intervieweuse. C'est hyper intimidant. Écoute, mamie, j'aimerais ça aujourd'hui que tu me parles des premières années de ta vie. Moi, je suis née dans une famille pauvre. Les premières images que j'ai, c'est ça. C'est la maison chez ma grand-mère, qui était une maison de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Chez nous, on n'était pas croyants. On n'en parlait pas trop, parce que c'était quand même assez mal vu à l'époque. Mais ma grand-mère, la chère Marie-Louise, avait décidé depuis longtemps que la religion, c'était pas pour elle. Mais qu'est-ce qui l'avait décidé, elle? Je pense, écoute, ma grand-mère a eu au total 9 enfants, 7 vivants. Elle est allée un jour à la confesse, alors qu'elle avait essayé d'espacer ses maternités. Elle trouvait que ça allait trop vite, qu'il y en avait trop. Et on lui a refusé l'absolution, en lui disant « On ne connaît pas le moyen que vous utilisez, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. » Elle a dit « Si Dieu existe, je m'arrangerai directement avec lui plus tard, mais je n'ai rien à faire avec vous. » Et ça a été terminé, réglé,
pour le reste de ses jours. Ma grand-mère adore Marie-Louise, sa grand-mère. C'est une femme avant-gardiste qui rêve d'un monde différent pour ses petites filles et qui partage ses connaissances et ses espoirs avec elle. Chaque fois que je pense à elle, la première phrase qui me revient d'elle, c'est « Il faut que tu saches que c'est pas plus difficile de vivre debout que de vivre à genoux. » Bien, quand tu as compris ça, ta route est tracée pour le reste de tes jours. Marie-Louise, c'est la femme de ma vie. Mon père était chauffeur d'autobus. Ma mère est devenue femme de ménage parce qu'elle voulait que ses 2 filles puissent aller à l'école un peu plus longtemps. Ça devait pas être commun à l'époque, une femme qui travaillait. Mon père trouvait que c'était de l'argent gaspillé de faire éduquer des filles. Il disait, vous n'êtes pas laide et vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Et pour élever des enfants, c'est pas nécessaire d'avoir des diplômes universitaires. C'était son opinion. C'était pas un mauvais homme, c'était un homme de son époque, tout simplement. Dans ce Québec que j'aime tant, les filles n'avaient pas beaucoup d'importance. Si mon père avait eu des fils, oh là là, ça aurait été très différent. Grâce au dévouement de sa mère, elle peut fréquenter l'école plus longtemps que bien d'autres filles. Elle a la chance d'aller à l'école des Sœurs de Sainte-Anne, une communauté religieuse qui transmet le goût du dépassement aux jeunes femmes. Nous avions une sœur qui avait étudié, qui avait fait ses études en psychologie. Et ils ont décidé de nous faire passer des tests pour savoir notre quotient intellectuel. Votre grand-maman, elle, avait 140 de quotient intellectuel et plus. Et plus. Mais les autres, c'était 120 et plus, puis c'était encore les meilleurs. Alors, on lui a dit, oui, Lise, tu te penses bien forte, mais sache qu'avec tes 140, t'es bien plus proche de la folie que nous autres. Tu aurais probablement aimé aller à l'université. J'aurais voulu aller à l'université. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu y aller? Parce qu'on n'avait pas l'argent, tout simplement. Ce qui m'a fait dire un jour à René Lévesque que j'aurais fait une vraiment bonne ministre de l'Éducation. Pourquoi? Parce que j'en avais manqué, j'en avais souffert, et que ça ferait longtemps que l'éducation serait gratuite si j'avais été là. Saint-Henri, c'est au bas de la montagne, mais c'est juste à côté de Westmount, qui étaient les anglophones. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une tension entre les francophones et les anglophones? Est-ce que les francophones se sentaient écrasés? Oui, les francophones se sentaient écrasés. Ils l'étaient écrasés. La différence, c'était pas la langue, c'était l'argent. Et je crois que c'est parce que les francophones n'avaient pas accès aux postes rémunérés. On était pauvres, on était traités comme des pauvres. Ils mettaient les gens à la porte. Un vendredi, quelqu'un rentrait chez lui, il n'y avait plus de travail. Il n'y avait aucune protection. On était les serviteurs des anglophones riches, qui étaient les propriétaires des entreprises, des grands bureaux et tout ça. Et tout de suite, à l'âge de 8, 9, 10 ans, quand on commence à comprendre ce qui se passe, je me suis répété souvent qu'il fallait jamais que je l'oublie. Ma grand-mère rencontre mon grand-père, André Payette, à 17 ans. On m'a toujours dit que c'était le plus beau couple de Saint-Henri. En se mariant, ma grand-mère prend le nom de son mari, Payette. 9 mois plus tard, à 20 ans, elle donne naissance au premier de ses 3 enfants. La famille déménage souvent. Elle devient chroniqueuse à la radio de Trois-Rivières. Et c'est à Rouyn-Noranda qu'elle est sensibilisée au travail des syndicats et qu'elle comprend qu'on peut faire changer les choses. En janvier 1959, la famille s'installe à Paris. Pourquoi êtes-vous allé à Paris d'abord? André Payette était envoyé à Paris pour mettre sur pied le bureau de Radio-Canada en Europe, ce qui était une immense responsabilité. Ça le faisait voyager beaucoup, ce qu'il aimait beaucoup. Ça me laissait beaucoup seule, ce que moi, j'aimais moins, avec 3 enfants. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est mis à ne pas bien aller avec ton mari? C'était un homme qui avait sûrement beaucoup de charme. C'est-à-dire, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de femmes qui le connaissaient très intimement. Et c'est un homme qui avait besoin de ça, que les femmes le trouvaient séduisant. Tu sais, on s'est connus 17, 18 ans, là. Alors, il n'avait pas vécu grand-chose, puis tout à coup, tout ça lui est offert. Avec toutes les difficultés de l'isolement, ça t'a amené vraiment, à un moment donné, même à faire une dépression. Oui, j'ai d'abord envisagé de mourir moi-même.
Et la seule chose qui m'a empêché véritablement d'essayer, en tous les cas, c'est les enfants. Est-ce que j'ai le droit, leur ayant donné la vie, de leur dire « Je reprends votre vie parce que moi, je m'en vais ». Je ne trouvais pas de réponse à cette question-là. André Payette était en voyage, il était en Allemagne. Un soir, il est arrivé, il est rentré à la maison. Et j'ai eu un instant de lucidité totale qui m'a fait dire « Amène-moi chez un médecin, ne pose pas de questions ». Et j'ai raconté au médecin le problème que j'avais depuis une semaine. Et là, il m'a fait faire une cure de sommeil pendant 14 jours. J'ai fait un voyage à l'intérieur de moi absolument extraordinaire, où les choses, tout à coup, tu dis, ben, regarde, c'est tellement simple, la réponse est ça, la réponse est ça, la réponse est ça. J'ai aussi appris pendant ces 14 jours-là qu'il est important pour chaque individu de descendre au fond de son propre baril. Il faut aller voir c'est où le fond, c'est fait comment. Parce que quand tu touches le fond, forcément, tu remontes. Juste remonter. C'est la première consolation d'avoir à vivre une horreur comme celle-là. Une fois remise sur pied, ma grand-mère décide de prendre sa vie en main et de devenir totalement autonome. Elle ne veut plus jamais être dépendante. La famille quitte alors la banlieue et s'installe en plein cœur de Paris. Au même moment, ma grand-mère fait la connaissance d'une journaliste belge, Martine de Barcy, qui fait quelques contrats pour Radio-Canada. Vous devez savoir ce qu'ils veulent, les Québécois. Dis-moi, j'essaie de faire de la radio, tous mes trucs sont refusés. Ben, j'ai dit oui. Moi, j'ai une bonne idée de ce qu'ils aiment écouter. Au fur et à mesure que je lui dépeignais le portrait de ce qu'était le Québec à ce moment-là, elle me disait « Ah ben c'est bon, ça. On pourrait faire ça, je pourrais faire ça. » Je dis « Oui, mais après ça, c'est le traitement. Comment vous le présentez? » Ben, elle dit « On pourrait le faire à deux. » Ah! Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et puis, on a fait une émission qui s'appelait « Interdit aux hommes ». Elle fait des entrevues avec tous les grands de l'époque. Maurice Chevalier, Catherine Deneuve ou encore Mélina Mercouri. Tu as fait un grand nombre d'entrevues, des centaines d'entrevues, des milliers d'entrevues dans ta vie, et un grand nombre ont été à Paris. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus marquantes que d'autres? Ah, il y en a toutes sortes. Je me souviens, un jour, je m'en allais faire une entrevue avec Gilbert Bécaud. Et là, il vient, il me dit « C'est vous l'entrevue? » Oui. Alors, il me dit « Suivez-moi. » Alors, je le suis. La première chose que c'est, je me retrouve dans une chambre à coucher. Et Gilbert Bécaud s'étend de tout son long sur le lit. Je dis, bon, là, excusez-moi, mais j'ai encore jamais fait ça. Alors, il me dit, asseyez-vous. Ben oui, mais il y a juste le lit. Alors, je dis, est-ce que je peux raconter dans quelles conditions on est, là, maintenant? Faites ce que vous voulez. Moi, je me repose, je dis. Et puis, j'ai dit, on est couché dans un lit. Je dis, attendez, je vais m'allonger moi aussi. Là, je commence à jouer le jeu. Alors, je m'allonge à côté. Puis on se parle comme ça avec le micro. Et on a eu un plaisir fou. C'était une très, très bonne entrevue. Il a raconté des choses qu'il n'aurait jamais racontées dans d'autres circonstances. Mais faire une entrevue, c'est s'exposer à ce que tout puisse arriver. Alors que sa carrière est en plein essor, elle tombe enceinte d'un 4e enfant. Toi, tu t'es fait avorter à Paris, justement. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision-là? C'était pas en France. J'ai dû aller en Suisse parce que ça n'existait pas en France. Moi, j'en avais 3. Je cherchais par tous les moyens à être autonome financièrement, à pouvoir me débrouiller et à ne pas pénaliser mes enfants parce que j'avais un mariage qui n'allait pas bien. Donc, il y avait des décisions que je devais prendre, et ça, c'en était une. Moi, ma position, c'est quand une femme vous dit « je ne peux pas avoir un enfant », écoutez-la sérieusement. C'est une décision difficile à prendre pour une femme. Si les choses se passent convenablement, elle a plus de chances de s'en remettre sur le plan psychologique. En plus, si c'est fait correctement, ça lui donne la possibilité de faire d'autres enfants. Il y avait la question de ton mariage qui allait plus bien. Le mariage allait pas très bien.
Mais j'avais dans ma tête complètement décidé que jamais, jamais, je ne vivrais un divorce avec des enfants qui ne peuvent pas comprendre, que j'attendrais qu'ils soient assez grands et que j'attendrais d'avoir les moyens de les faire vivre pour que le divorce ne soit pas un coût pour eux. Et c'est ce que j'ai fait. Mes parents avaient la capacité incroyable de garder leurs problèmes entre eux. J'ai pas de souvenir vraiment de les avoir vus se disputer, discuter sûrement, mais j'ai pas de souvenir. Je crois qu'ils ont été capables vraiment de faire un beau travail de parents. À l'été 1965, la famille rentre au Québec. 4 ans plus tard, mes grands-parents divorcent. Quand on nous a annoncé qu'ils allaient divorcer, moi, c'est mon père qui me l'a annoncé en premier, j'avoue que c'était quelque chose que j'avais même pas envisagé. À l'époque, c'était tellement rare. En fait, dans ma classe, à l'école, j'étais la seule dont les parents étaient divorcés. Alors que sa carrière se poursuit à la radio, ma grand-mère fait une rencontre qui change sa vie. Je me souviens de m'être dit, ma fille, te voilà célibataire, tu ne l'as jamais été. Parce qu'à 17 ans, c'est pas ce qu'on fait. À 20 ans, j'étais mariée. Alors, voilà l'occasion de vivre ta vie de fille. De faire ta vie de fille que tu n'as pas faite. Eh bien non. C'est pas comme ça que ça a marché. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai rencontré un homme. Il a été très, très gentil. Il m'a raconté qu'il était marié, qu'il avait 4 enfants, et que lui, il avait fait toutes les expériences qu'on pouvait faire. Il avait eu toutes les maîtresses qu'il voulait, et c'était pas ça qu'il cherchait. Il cherchait quelque chose de stable. Si ça tombe mal, moi, c'est le contraire. Je cherche quelque chose de pas stable du tout. Alors, on a pris le temps qu'il fallait, genre 2 ans, 3 ans, juste à faire connaissance. Et puis un jour, un 14 février, il est venu me chercher à la sortie du studio de radio. Puis on est allé manger au restaurant à côté. Puis il m'a dit, écoute, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai tous mes vêtements dans le coffre arrière de ma voiture. Il avait quitté... J'ai dit, bon, tu vas me forcer à prendre une décision. Il avait quitté sa maison. Alors, je lui ai fait de la place dans ma garde-robe d'abord. On a vécu ensemble 37 ans. Je l'ai perdu il y a 10 ans. Et ça fait toujours aussi. Laurent, c'est le grand amour de ma grand-mère. Plus de 35 années de bonheur passées ensemble. Pour moi, c'était comme mon grand-père. C'était mon papy. Un homme aimant est toujours présent. En 2002, Laurent a été emporté par un cancer quelques semaines seulement après le diagnostic. Les années 60 voient le rejet de la pratique et de la domination religieuse, l'arrivée de la pilule anticonceptionnelle, la montée du nationalisme québécois avec les Trudeau, Lévesque et Bourgault. L'indépendance n'est pas une récompense, elle est un effort. L'ouverture sur le monde avec l'Expo 67. Vive le Québec libre! La crise d'octobre de 70. La contestation de la guerre du Vietnam. Le mouvement hippie Faites l'amour, pas la guerre. Et l'arrivée du premier homme sur la Lune. C'est cette effervescence qui salue l'arrivée d'un temps nouveau, où les plus grands espoirs de changement de notre société sont permis. C'est la révolution tranquille. Vous revenez de France. On est en 1964, retour au Québec. Ce qui vous frappe le plus? Contrairement à ce que j'avais connu avant mon départ, les femmes n'allaient plus dans la cuisine faire la vaisselle toutes seules. Elles allaient au salon avec les hommes et elles participaient aux discussions quand il y en avait. Et moi, j'ai eu l'impression, pour la première fois, que le rôle des femmes avait bougé un peu.
Votre carrière radiophonique commence sérieusement. Il y a Interdit aux hommes, il y a Place aux femmes qui commence l'année d'après, en 65. C'est le premier magazine radio-canadien féministe. Oui, Ça a été identifié comme tel. Ouais. Ouais. Mais on vous a imposé une co-animation avec un homme. Toujours. Ouais. Oui, puis quand ça a plus suffi, on m'en a donné 2. Oui, on parlait d'équilibre. Alors, je pouvais émettre des opinions dans la mesure où j'avais un compagnon solide, que les gens aimaient beaucoup, les auditeurs, et qui pouvait rétablir l'équilibre dans tout ça. Il ne fallait pas que je me mette à charrier et à dire que les femmes étaient égales. Vous abordez la question de la pilule contraceptive avec une gynécologue. Et on vous a ramené assez vite à l'ordre. Tout de suite. Ouais. Après l'émission, j'ai été convoquée chez un patron qui m'a demandé de passer à son bureau. C'était assez rare. Puis il m'a expliqué que ce sujet-là, évidemment, c'était pas nécessaire de le traiter aussi rapidement. Bon, ça venait d'arriver sur le marché. Sauf que les femmes disaient, ça existe, on sait qu'il y en a dans les pharmacies, mais on n'arrive pas à les avoir. Donc, j'avais demandé au docteur Fortier de venir en parler. Elle était la première gynécologue à prescrire des pilules anticonceptionnelles aux femmes. Et il termine en me disant, il faut toujours vous rappeler que le public que vous avez, c'est un public qui a 13 ans d'âge mental. Moi, je suis vexée, là, parce que j'ai pas l'impression de faire du travail pour des gens qui n'ont pas un âge mental raisonnable. Et ma réaction, c'est de lui dire, écoutez, s'ils ont 13 ans d'âge mental cette année, j'imagine que ce que vous attendez de moi, c'est qu'ils en aient 14 l'an prochain, 15 l'année d'après. Est-ce que c'est pas ça, le métier que je dois faire? Il n'y a pas eu de réponse à ça. Elle fait le grand saut de la radio à la télévision. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Mme Payette. Comment ça va? Ça va bien. Et ce qui est formidable en commençant cette nouvelle série, c'est qu'on est sûr qu'on n'est pas seul à regarder l'émission ce soir. Si tous ceux qui nous ont dit qu'ils seraient là sont là, c'est probablement la plus grande cote d'écoute que Radio-Canada aura jamais eue. Et merci d'être J'ai là. rencontré Jean Bissonnette, on a lunché. Il s'est montré intéressé, il m'a dit, cependant, je vais vous demander de faire une audition. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, vous parlez. Et puis je suis sorti de là, et Bissonnette s'est approché, il m'a regardé, puis il m'a dit, ça va être effrayant. Vous avez commencé à crever d'écran. Est-ce que je peux fouiller dans vos poches? Vous allez me gêner. Elle anime alors un talk show d'1 heure télédiffusé à 11 h tous les soirs, 39 semaines par année, et qui réunit 1 million de téléspectateurs tous les jours. Les efforts des compétiteurs sont voués à l'échec. Nous vous revenons tout de suite après les messages qui suivent. Madame Payette, dans les années 70, était la Oprah Winfrey du Québec, dans le sens c'était la personne la plus influente. Qu'est-ce qui faisait que c'était différent? C'était un mélange de charme et de provocation en même temps. Fait que ses invités, elle les charmait, fait qu'ils étaient comme contents, mais en même temps, après ça, elle leur envoyait comme une petite pointe. Ce qui fait qu'il était tout le temps comme sur un pied. C'était vraiment une manière d'interviewer qu'on n'avait jamais vue et qu'on n'a jamais revue non plus. Bravo, Duguay. Est-ce que c'est pour attirer l'attention sur vous que vous avez trouvé ce truc-là? Quel truc? Ben, je sais pas, d'être comme ça, tellement différent du monde. Savez-vous, je me pose des questions sur ma personne, c'est ainsi. Mais qu'est-ce qui fait, vous penser, qu'1 million de personnes restaient réveillées pour écouter cette émission-là? Lise. C'était quoi ses qualités principales, sa vivacité, Ben, son tu sais, il y en a humour? plusieurs. C'est d'écouter, d'être attentif. Mais il y a aussi la chaleur avec l'invité, le sourire de Lise. Tu peux poser des questions un peu embêtantes, mais il y a une façon d'y poser que la personne se sent en sécurité avec toi. Répondez-moi gentiment, là. Vous avez toujours des problèmes de mémoire avec vos chansons. Vous, avec vos questions? Elle était effrontée. Elle avait peur de rien. Et c'est un compliment. Là, je me sens un petit peu attaqué quand même. Gentil, mais... Là, moi, j'ai pas de mérite. Les questions, je les invente au fur et à mesure. Mais vous, les chansons, c'est quand même plus. Eh bien, des fois, les chansons, moi aussi. Elle avait une espèce de facilité à provoquer. Elle confrontait. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui aiment ça, qui apprécient ça.
Puis il y en a qui n'apprécient pas du tout. Puis là, elle est déchirée en petits morceaux comme un papier qui est pas important. Merci beaucoup, Gilles Vigneault. Je vous dis bonsoir, bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Vous avez une réputation, à l'époque, de dur en entrevue. Je pense pas que j'ai été dure en entrevue. J'ai parfois de la suite dans les idées. Ouais. Ça, c'est vrai. Je suis partie du principe que chaque être humain a quelque chose à raconter. C'est toujours un défi. Mais quelle joie quand ça a marché. Quel plaisir. Toujours se dire, je parle à cette personne-là, ce sera peut-être la seule fois de ma vie. Eh bien, j'en tire quelque chose ou pas. L'événement, c'était pas seulement l'événement dont venait parler l'artiste, mais il était pour avoir un événement sur le plateau. Et en ce sens, je trouve qu'elle était d'avant-garde parce qu'elle avait réussi à créer justement un plateau où on pouvait s'attendre à tout. Elle a tellement peur de la routine que dans le cadre de son émission, elle relève tous les défis. Elle tente même sa chance comme gardien de but. Ma grand-mère, elle en a dedans. Ça m'ennuie beaucoup, cette histoire de vestiaire. Vous y tenez vraiment? Oui, j'ai tenté d'aller voir mes copains dans la chambre des joueurs un soir. Et le gardien m'arrêtait à la porte en disant, « Mais madame, c'est pas possible, tout le monde est déshabillé là-dedans. Alors j'ai dit, « Ben si je me déshabille, est-ce que je peux rentrer? » Elle remplace pour une journée le maire Jean Drapeau à l'Hôtel de Ville de Montréal. Je trouve que vous avez un beau grand bureau, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui se fait, cependant. On a essayé de régler tout ce qu'on a pu. Elle conduit un camion de pompiers. Et elle traverse même le fleuve Saint-Laurent en plein mois de janvier à Québec. C'est pour cette même raison, par peur de la routine, qu'elle met fin à cet immense succès, appelez-moi Lise. En parallèle, elle crée le gala du plus bel homme du Canada qui fait fureur pendant 9 ans. Toujours célébré le 14 février pour la Saint-Valentin, il poussait plus de 320 000 femmes à voter. Les gars qui participaient, je sais pas, je pense à Bernard de Rome et puis tous ceux qui étaient là avec moi, les frères Pilon et tout, ils étaient bien énervés. Mais moi, j'ai trouvé ça tellement drôle de faire ça. Ça prenait du cran. Il fallait vraiment oser le faire. En fait, on était nerveux comme des petites débutantes derrière les rideaux. Ça, je me souviens très bien, avant de descendre l'escalier. Et c'est ça qui nous faisait rire parce que on n'avait aucune raison d'être nerveux, puis on l'était nerveux. Certains ont même osé se déshabiller comme Jacques Boulanger. Jacques Boulanger! Moi, c'est Daniel Ouimet qui m'a dit « Tu devrais enlever ta chemise et descendre. » Tant qu'à jouer à l'homme-objet, j'ai dit « Hey, ça, c'est une bonne idée. » À cet âge-là, tout bronzé, j'étais beau bonhomme. Je me regarde descendre l'escalier quand tu passes des extraits. Je n'étais pas laid du tout. Mais Jacques, au moins mettez ce trophée devant vous. Et je vous jure que je n'y suis pour presque rien. Avec la libération de la femme, nous assistons à l'avènement de l'homme-objet. C'est grave. Vous êtes cependant un très bel objet. Est-ce que c'est un peu la revanche de la femme objet, ce concours-là? Oui, jusqu'à un certain point, oui, mais c'est pas né à cause de ça. C'est né à cause du fait que, oui, quelqu'un peut être beau pour quelqu'un et pas du tout pour la femme à côté. C'est-à-dire, on n'a pas du tout les mêmes critères de beauté. C'est ce que ça nous a montré, hein? Ce que ça nous a montré, absolument. Mais il y en a beaucoup parmi ces gars-là qui étaient terriblement misogynes et qui ont expliqué par la suite qu'ils avaient compris ce que ça voulait dire. Auprès du grand public, ça doit avoir marché aussi. Ça Vous avez eu du plaisir avec ça, hein? On a eu beaucoup de plaisir avec ça, oui. Au cours d'un gala du plus bel homme, elle doit interviewer mon grand-père, son ex-mari, lui-même élu parmi les plus beaux hommes. Ah, mais si j'avais su, M. Payette, que vous alliez vous classer 10e plus bel homme du Canada un jour, j'aurais peut-être réfléchi davantage. De quoi avez-vous l'air quand vous rentrez à 6 heures du matin? Êtes-vous beau? Généralement, lorsque je rentre à 6 heures du matin, je ne me vois pas tellement. Ah! Non. Alors, vous n'avez jamais su de quoi vous aviez l'air? Jamais. Est-ce que vous avez... De quoi je vais l'air quand je rentre à 6 heures du matin? Parallèlement, la société québécoise vit une époque tumultueuse. Les blessures de la crise d'octobre 1970 sont encore à vif.
Le dossier des Jeux olympiques de 1976 et son financement fait hurler la population. Les débrayages généralisés paralysent les écoles et les hôpitaux. On dénonce le patronage des libéraux de Robert Bourassa. Les grèves des débardeurs et de la United Aircraft font mal. Voilà le climat de l'époque. Au même moment, ma grand-mère reçoit une occasion en or pour sortir le Québec de son cynisme. Elle accepte le mandat de la Société Saint-Jean-Baptiste d'organiser les fêtes de la Saint-Jean 1975 lors de l'année internationale de la femme, à condition d'avoir carte blanche. D'abord, dites-moi, quelle mouche vous a piqué? Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ce contrat-là? Probablement que c'est à cause de 68, puis à cause de 70. Moi, de voir mon pays, parce que moi, je l'appelle mon pays depuis toujours, de voir mon pays avec l'armée dans les rues, je l'ai très, très mal pris. Et tout à coup, je me dis, voilà peut-être un moment de créer un événement qui puisse rassembler ces deux moments-là, des moments très particuliers. Le maire Jean Drapeau accepte de lui prêter le Mont-Royal pour la fête et le premier ministre Robert Bourassa lui consent la loterie La Québécoise qui servira à financer l'événement. Alors donc, je serai la présidente, mais la vraie présidente des fêtes de 75. Et puis, je rencontre des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler et on se voit sur une base régulière une fois par semaine chez moi. J'exige qu'on arrive à faire une fête où tout le monde sera payé, excepté moi. Parce que je ne veux jamais, jamais de toute ma vie avoir à justifier une dépense que j'aurais faite. Il n'y aura ni politicien ni commanditaire sur le Mont-Royal, mais la collaboration des policiers s'avère plus difficile lorsqu'elle les rencontre pour la première fois. Il s'installe, il s'assoit, et là, on commence à me poser quelques questions. Et puis, il s'engage ce type de conversation. Mais vous savez, madame, ce genre d'événement, ça n'attire que les méchants voleurs, les vendeurs de drogue. Et là, il y a... Des sauvages. C'est incroyable, la liste qu'il y a. Moi, j'écoute, sans broncher. À la fin de quoi, je lui dis, monsieur, si vous continuez à me traiter de vendeuse de drogue, de sauvage, j'ai dit, savez-vous que moi, je vais bientôt monter les marches et je vais aller vous mettre ma main sur la gueule en vous traitant de chien sale? C'est la logique. Si vous me traitez comme ça, c'est la réponse qui me vient automatiquement. J'ai dit, moi, ce que je souhaite sur le Mont-Royal, ce sont des Québécois qui vont fêter, pour la plupart d'entre eux, d'autres qui sont policiers, qui vont veiller sur le bien-être des autres. C'est énorme ce que vous demandiez, là. C'est énorme ce que je demande, mais le c'est rapport de énorme force, ce que nous avons donné, parce que ça a été ça. Il n'y a personne qui a été arrêté pour vendre de drogue. Il n'y a pas eu de blessures graves. C'était vraiment une fête multiethnique. Tout le monde était là, francophone. C'était la première fois qu'il y avait, en tous les cas, une scène dédiée aux groupes ethniques. Gens de mon pays, je souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous de la fête nationale des Québécois. Nous allons nous parler, nous allons nous chanter et nous allons nous trouver beaux. Est-ce que tu te souviens que le spectacle devait s'appeler Happy Birthday? Oui, oui, absolument. Être pogné pour chanter ça le jour de notre fête nationale. Oui, mais... Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on chante? Bonne fête, ta fête! C'est bonne fête, qu'est-ce que c'est bonne fête? C'est Happy Birthday déguisé en français. C'est ça que c'est. Moi, je dis, ce qu'il faudrait, c'est faire une chanson qui remplace Happy Birthday to you. Moi, tout ce que je fais, c'est des chansons, mais j'ai fait un chant d'anniversaire. Pourrais-tu offrir ça comme cadeau? Tu veux dire que t'as fait une chanson juste pour nous autres? Pour nous autres? Hey, en français! Parfait! Allez! Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
partie fascinante de tout ça, c'est que c'est une chanson que personne n'a jamais entendue. Non. Et immédiatement après qu'elle a été chantée une fois... Le monde la savait. Tout le monde, la foule s'est mise à chanter Jean Dupé. Ce soir-là, là. Ce soir-là. C'est un des exemples que j'ai vus les plus patents d'une chanson qui fait un chemin incroyable à une vitesse, pas de bon sens. Et la chanson était pas sur disque. Donc, il faut lancer les chansons du Mont-Royal. Il faut lancer les chansons depuis le Mont-Royal. Après ça, c'est un peu plus haut, ça plane. C'est ça. Ma grand-mère réunit 12 chanteuses pour rendre hommage à Jean-Pierre Ferland et à ses chansons. Et l'une d'elles, ma belle Ginette Renault, vole la vedette avec une chanson qui réveille les Québécois. Ginette arrive là-dedans pour les premières répétitions et elle se rend compte qu'elle est une parmi 12, qu'elle n'a pas la meilleure chanson de Jean-Pierre. C'est une chanson qui n'est pas très connue. Elle traîne une dépression ou une détresse en elle. Elle est toujours en train de me dire « Ah, je devrais m'en aller, je devrais pas le faire. » Je la prends dans mes bras, je la console. Elle pleure un peu. Et puis, j'arrive à la convaincre que Ginette Renault, elle n'abandonne pas. Puis le tour de Ginette arrive. Et là, tout à coup, là, elle crée une chanson. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Les paroles de cette chanson-là répondaient exactement à ce que cette foule-là souhaitait. Est-ce qu'il se passait un peu plus haut, 5 jours? un peu plus loin, on est tanné d'être à terre. On est tanné de se faire marcher dessus par le reste du pays. On est tanné de se faire ramasser par l'armée, par la police. C'est assez, là. C'est comme l'apothéose. C'était comme un peu plus haut de l'air. Donnez-nous de l'air. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi, je ne tombe pas. Non, j'y suis. Je ne tombe pas. C'est bon. C'est bon. Si tu voyais le monde au fond là-bas. Le moment est propice. Il y a une foule, il y a 300 000 personnes sur le Mont-Royal. C'est le dernier soir. Les gens sont heureux. C'est-à-dire, ça a été le bonheur pendant 5 jours et 5 nuits. On le sait, on nous le dit, on le sent. Elle prend tout ça, puis elle met ça dans sa chanson. Mais tu ne me vois pas. Je n'ai jamais de toute ma vie, et ça n'arrivera plus jamais, entendu des applaudissements comme après cette chanson-là. Ma grand-mère gagne son pari de rallumer le nationalisme avec cette Saint-Jean. J'ordonne maintenant qu'on allume les traditionnels bûchers de la Saint-Jean. Merci de quoi? Je l'ai fait avec mon cœur, puis les gens me disent merci. Comment je vais faire pour leur remettre ça? Elle est un peu plus loin. Eh bien, ça a cheminé doucement dans ma tête pendant 1 an. Et puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé René Lévesque pour dire « Est-ce que je peux vous être utile? » Alors, pas fou, il a dit oui. Pas fou, certain. Elle se lance en campagne électorale en octobre 1976 pour le Parti québécois dans le comté de Dorion. Lors des fêtes nationales de 1975, j'ai eu à traiter avec les ministres et les différents ministères et je suis sortie de cette expérience complètement dégoûtée de la façon dont les affaires québécoises, dont la fierté québécoise est traitée par le gouvernement de M. Bourassa. Quand elle s'est présentée, m'est apparue à moi à ce moment-là tout à fait par surprise. Ah, et puis qu'est-ce que vous en avez pensé à ce moment-là? Ah ben, c'était...
C'était une acquisition extraordinaire. Ça sautait aux yeux et j'avais qu'à voir la face des libéraux pour comprendre qu'eux aussi la sentaient comme une acquisition extraordinaire. Et elle est élue dans un gouvernement majoritaire. Vous le savez que c'est ça le moment historique. Et pour nous, du Parti québécois, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Le Parti québécois, c'est une clé. Le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Lévesque. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? La porte qui s'ouvre, c'est sur l'inconnu. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Aviez-vous le sentiment sur la scène de vivre un moment historique? Ce soir-là, on pouvait avoir l'impression qu'on allait faire l'indépendance. Votre rapport avec l'évêque? Je l'aurais suivi au bout du monde pour faire ce qu'il disait qu'on allait faire. Un jour, je pense en plus en pleine nuit, c'était assez son genre, ça. 4 heures du matin, le téléphone sonne, René Lévesque. Il dit demain, j'ai besoin de vous voir à Québec, à tel hôtel, à telle heure. Alors le lendemain, je pars pour Québec et je vais à l'hôtel. M. Lévesque est assis en face de moi. Il me dit j'ai pensé à vous comme ministre responsable des consommateurs, coopératives et institutions financières. Ah! C'est quoi ça? Puis il me tend la main. L'entrevue est terminée. Merci beaucoup. Là, je descends. Mon conjoint me rejoint et il me dit, puis, j'ai dit, il y avait une femme dans l'ancien gouvernement. Il la remplace par une femme. Là, je suis fâché, là. C'est vraiment pas très original. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, là? De quoi je vais hériter? Bien, il te regarde et dit, l'assurance automobile, ça te dit-tu quelque chose? La loi de l'assurance automobile qui régit encore le Québec demeure l'une de ses plus belles réussites en politique. Tout le projet de l'assurance automobile tenait à une philosophie. Si vous êtes victime, et le mot le dit, d'un accident d'automobile, causé par votre négligence ou causé par la négligence d'un autre. C'est le principe du no fault, c'est que personne n'est responsable, c'est un accident. Voilà. Et si un accident survient, il ne doit pas gâcher irrémédiablement votre vie, mais surtout la vie de ceux qui dépendent de vous. Qu'est-ce qui faisait qu'elle était capable de faire passer des aussi grosses lois? En québécois, on dirait elle avait une tête de cochon. Hein? Moi, ma première décision, ça a été « je ne veux aucune influence ». Parce que je savais que j'étais exposée au lobby des avocats, des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance, mais là, on fait le tour. Les seuls qui risquaient de ne pas avoir la parole, c'était les gens qui avaient eu des problèmes avec un accident d'automobile. Des victimes. Des victimes qui n'avaient souvent pas été indemnisées parce que le jeu des compagnies était bien connu. C'est de faire traîner le plus longtemps possible. Quand les gens sont à bout d'argent, ils n'ont plus rien, on envoie un représentant de la compagnie qui vous offre le quart de la moitié du 8e que vous auriez dû avoir, mais qui vous le paye tout de suite sur la table de cuisine. Et vous acceptez parce qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Il fallait être en roche et en pierre dure, comme l'était Lise Payette à ce moment-là, convaincue pour tenir. Lise Payette n'aurait jamais été aussi forte et n'aurait jamais tenu si elle n'avait pas eu le soutien indéfectible de René Lévesque. Le projet de loi est prêt, il va être déposé et ensuite, il faut faire adopter le projet de loi article par article. Et ce jour-là, on a une réunion et l'évêque me donne 3 heures le matin pour répondre à toutes les questions que mes collègues ont à poser. Ce qui est arrivé finalement, c'est que malgré les réticences et la résistance de certains, comme dans notre régime, c'est le premier ministre qui décide. Quand tout ça a été fini, il a remercié tout le monde pour ses avis, ses commentaires, et il a dit « on va de l'avant ». C'est qu'il avait vu que Mme Payette était capable de porter ce dossier jusqu'au bout.
Dans quelques jours, quelques 3 700 000 avis de renouvellement des plaques d'immatriculation pour les automobiles seront mis à la poste avec des dépliants d'informations sur le nouveau régime d'assurance automobile. C'est la naissance de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, et l'adoption d'une nouvelle plaque d'immatriculation sur laquelle elle fait écrire la devise du Québec « Je me souviens ». En 1979, elle est nommée ministre de la Condition féminine et elle est la première à exiger de se faire appeler Madame la ministre et non plus Madame le ministre, comme il était coutume. Quel sentiment vous avez eu en entrant dans ce boys club-là? Comment vous vous êtes senti par rapport à J'étais tous ces l'animal étrange. Pour quelques-uns, tout de suite, j'étais aussi dangereuse, dans le sens où ils savaient pas trop ce que je venais faire en politique. La génération d'hommes qui était là était une génération qui n'avait pas connu les 30 années que nous venons de vivre, par exemple. C'était au contraire une autre période où les rôles entre hommes et femmes avaient été depuis toujours établis. Donc, c'est évident qu'elle avait pas le même combat qu'elle aurait à faire aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle l'a fait, ce combat-là, qu'on a pu le faire aujourd'hui. C'est un héritage formidable et important. Cet élan qu'elle a donné aux femmes de ma génération et de celles qui nous ont suivies, c'était d'insuffler à l'ensemble du gouvernement une volonté quant à la nécessité de reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes et d'en faire une réalité quotidienne. Comme la majorité des travailleuses québécoises sont encore ce qu'on appelle des cols roses, qui est une expression jolie pour dire qu'elles font partie des subalternes les moins bien payés des travailleurs. Comme dans notre propre fonction publique, les femmes occupent à peine 2 % des emplois supérieurs. Comme dans notre propre fonction publique, 90 % des fonctionnaires les plus mal payés sont des femmes. Pour occuper ces nouvelles fonctions, elle se cherche un nouveau chef de cabinet. Madame Payette m'a appelée pour me dire, écoute, j'aimerais ça que tu deviennes ma directrice de cabinet. Directrice de cabinet de la ministre d'État à la Condition féminine, alors que je suis même pas féministe. Ben, c'est pas grave. Avec moi, tu vas le devenir. C'était pas juste avec moi, Pauline. C'était ici, avec moi, avec les collègues que j'ai et les dossiers que j'ai, 2 semaines. 2 semaines. C'est ça. Êtes-vous devenu en 2 semaines? Ça a pris 3 semaines. En 1980, le PQ annonce un référendum sur la souveraineté. Parlez-nous de la campagne référendaire. La campagne commence. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec la question. Vous l'auriez voulu plus dur. Je ne suis pas d'accord. Mais vous avez fini par l'endosser, cette question-là. Vous n'aviez pas le choix. Ou tu l'endosses ou tu démissionnes. C'est ça. Si tu es la seule à dire « je suis pas d'accord », bien, garde votre temps. Alors que la campagne bat son plein, ma grand-mère est plongée en pleine controverse des Yvettes. J'ai une adjointe à mon bureau qui arrive un jour et qui dépose sur mon bureau un livre d'école. Ça parle de 2 enfants, un petit garçon qui s'appelle Guy et une petite fille qui s'appelle Yvette. Guy, lui, il veut devenir champion de tennis. Il veut posséder le monde. Il veut tout. Yvette, sa petite sœur, est très gentille. Elle a appris à faire la vaisselle. Elle sert le thé. Elle n'a aucune autre ambition que ça. Je hurle. Ça, c'est dans les livres. Les enfants C'est ma apprennent première ça. question. Ouais. Alors, j'arrive à l'Assemblée nationale avec mon livre. Et j'ai le droit, le 8 mars, de faire un petit discours, puisque c'est la journée internationale. Je me lève avec mon livre et je commence la lecture. Là, je sens que ça fait un silence. Et je dis, comme moi, peut-être, pensez-vous qu'il s'agit d'un livre d'autrefois? Et c'est un livre qui est à l'étude actuellement dans nos écoles. Et le ministre de l'Éducation se lève, il s'en vient à côté de moi, il dit « C'est pas vrai ». J'ai dit oui. Quelques heures plus tard, devant une assemblée de partisanes, elle ressort le livre de Guy et Yvette. Yvette, c'est vous, puis c'est moi. Yvette, c'est la femme du Québec qui a appris, depuis qu'elle est née, qu'elle n'a qu'une seule chose à faire dans la vie. C'est faire plaisir aux autres, servir les autres, ne jamais rien demander pour elle, ne jamais envisager d'être une championne, mais d'être toujours celle qui va balayer le tapis. Elle les incite à être libres et émancipées, mais elle a une petite phrase maladroite qui fera tout un scandale. Et moi, quand j'écoute M. Ryan, je peux pas vous dire que j'aime ça. C'est justement le genre d'homme que j'haïs.
Yvette, lui, il va vouloir qu'il y en ait plein de Québec. Il est marié avec une Yvette aussi. Bon, elle a dit de la femme du chef de l'opposition qu'elle était une Yvette. Ces paroles maladroites, blessantes même pour la femme de Claude Ryan, c'est quelque chose qui aurait pu s'éteindre au bout de 2 ou 3 jours si on n'avait pas été en campagne référendaire, d'une part, et si, surtout, l'opposition n'avait pas été aussi habile à se saisir de cette faute et à revirer le momentum. Parce que le momentum en faveur du oui existait à ce moment-là. Et puis le lendemain, Mme Bissonnette, elle fait, elle, un éditorial assez dur. Et là, tout y passe, là. Le temps que j'ai perdu à faire des entrevues insignifiantes, puis tout ce que j'ai fait avant, là, ça n'a plus aucune valeur, c'est plus bon du tout, du tout. Mais avez-vous, en lisant ça et en voyant la réaction que ça provoquait, avez-vous eu le sentiment que vous aviez fait une erreur? Tu fais ça. J'ai bien envie de vous cacher. Tu fais ça, tu fuis, tu dis, ça va s'arranger tout seul, ça n'a pas de bon sens. Et là, l'évêque, à un moment donné, me dit, écoutez, je pense que vous allez devoir présenter des excuses. Alors, à l'Assemblée nationale, cet après-midi-là, je me lève et j'explique que je présente mes excuses au chef de l'opposition, que j'ai pas voulu créer un incident comme celui-là, que moi, je voulais juste parler d'Yvette, la petite fille, dans le livre d'école. Mais Mme Payette, je réfléchissais à l'événement, je relisais ce que vous avez écrit, ce qui a été écrit là-dessus. Et au fond, est-ce que ce qu'on vous reprochait fondamentalement, Bissonnette et les autres, c'était pas que, dans le fin fond, ça traduisait votre pensée profonde sur les femmes à la maison? On l'a interprété comme ça. Ouais. Mais jamais, de toute ma vie, je n'ai méprisé les femmes à la maison. C'est-à-dire, j'ai essayé de les aider à survivre parfois, ce que ça représente, le travail juste à la maison. Tu sais, des femmes qui arrivent à 60 ans et que des maris divorcent et qui n'ont jamais travaillé à l'extérieur se retrouvent avec rien, souvent. Alors, c'est plus ça ma préoccupation par rapport aux femmes au foyer que de dévaloriser ce qu'elles font, qui est essentiel souvent. Pas du tout. Il y a un effet boule de neige et s'organise au Forum de Montréal une assemblée monstre de femmes qui se proclament toutes des Yvettes. Elles dénoncent le discours de ma grand-mère et en profitent pour faire la promotion du non. Oh, vous êtes impressionnante! Quand les Yvettes sortent, elles sortent! When the Yvettes are on the march, watch out! Moi, ma peine, c'était de voir ceux qui étaient sur scène. Thérèse Casgrain, des femmes avec qui j'avais travaillé, des féministes. C'est un très mauvais souvenir pour vous, là. Oh, oui, c'est un très mauvais souvenir. Ça me fait très, très mal. Ça fait 25 ans que je dis, sur tous les tons, avec tous les mots que je connais, qu'il faut que les femmes participent. Il y en a 14 000 qui sont allés au forum. Qu'elles soient allées au forum pour dire non, ça n'a pas d'importance. Elles sont allées au forum, je leur dis merci. C'était comme une affaire absurde. Dans son cas, dégagé d'un bout de phrase, à côté d'une vie consacrée à la défense, à la promulgation de la condition féminine, c'était comme démesuré. Tout le monde fait des bêtises. Moi, c'est la mienne. Elle était belle, elle était bien faite. Très réussie. Maximum, comme d'habitude. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Et vous vous êtes couché sur un gros nom retentissant quelque temps plus tard. On a beaucoup pleuré. Il y a des choses dans la vie, quand elles arrivent, tu te dis, on l'a raté cette fois-ci, mais ça va prendre du temps avant que ça repasse. Et moi, la question m'a été posée souvent, tout de suite après, et ma réponse a toujours été, je ne le verrai pas de mon vivant.
le Québec indépendant. On a vécu tellement de choses qui font mal. On est tellement blessés. Et l'émotion, comment on fait dans un moment pareil pour ne pas éclater de chagrin sur scène? Comment avez-vous fait? Ça ne se fait pas en public. Mais des fois, on craque dans des moments vraiment... Si tu craques, c'est pas ta place. Il y a une chose essentielle quand tu fais un métier public. Il y a des choses qui ne se font pas en public. Tu pleures après. Tu pleures après. Ouais. Tu respires profondément, tu retires ton pied et t'attends que ce soit fini. Jamais, jamais je ne dirai que nous avons perdu le référendum de 1980 à cause de la crise des Yvettes. Ce serait profondément injuste et ce serait surtout très loin de la réalité. Quand on finit à 60-40, comme ça a été le score de 1980, n'allez pas me dire que si on a perdu 1 ou 2 % de vote à cause de cette bévue, aurait changé quelque chose, pas du tout. En 1981, alors que des élections générales sont déclenchées, elle décide de quitter la politique. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé que c'était terminé pour vous? La politique, pour moi, c'était un autre instrument. J'en avais utilisé plusieurs, la radio, la télévision, les journaux. La politique, c'est juste un autre moyen pour avancer. Et là, vous faisiez un constat d'échec pour vous? Oui, pour moi, personnellement, oui, c'est un constat d'échec rendu là. J'ai réussi des choses. Vous ne me ferez jamais dire que j'ai pas réussi l'assurance automobile. Après 35 ans, 2 fois devant la Cour suprême, 2 fois, ils ne peuvent pas la renvoyer. Ça marche. Personne ne vous dira jamais ça. Ça marche. L'élection de 1976 a donné au Québec le meilleur gouvernement qu'il aura jamais eu de sa vie. Et il n'aurait pas été aussi bon, ce gouvernement, si Lise Payette n'en avait pas fait partie. Ma grand-mère poursuit sa vocation de communicatrice en se lançant dans l'écriture de téléromans, aventure qui durera plus de 20 ans. Je crois que le téléroman a été un moyen extraordinaire de faire prendre conscience aux femmes qu'il fallait qu'elles prennent des décisions pour elles dans la vie. Qu'elles ne pouvaient pas se dire à 20 ans, je me marie, puis ma vie est faite, j'ai plus rien après. Je dépends de quelqu'un d'autre. On ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Écoutez, la vaisselle qu'elle avait à laver dans sa vie, elle l'a lavée. Hein? Bon. Alors là, elle a le droit de faire ce qu'il lui tente. Elle crée la première quotidienne Marilyn, et pour comble d'ironie, elle donne vie à un macho qui devient légendaire, Jean-Paul Bello. Il y a du rouge à lèvres sur ta chemise, t'avais promis. Oui, du rouge à lèvres. Ça peut venir de n'importe qui, ça. J'ai réussi à faire aimer un macho. Pas rien? Mais c'est un tour de force. Oui. Parce que, en fait, on en a presque tout un près de nous. Les hommes ont compris mieux qu'il y avait autre chose dans la vie, en termes de relations entre les hommes et les femmes, et qu'ils seraient bien plus heureux s'ils participaient davantage à ce qu'ils appellent leur famille en faisant quelque chose et pas juste aller travailler pour gagner de l'argent. Qu'on peut faire les deux aussi. Ça, oui, c'est un succès. La passion du Québec continue d'inquiéter et de dévorer ma grand-mère. Elle décide donc de produire un documentaire choc pour l'époque, Disparaître. À l'époque, ça a fait un immense scandale. On est dedans aujourd'hui. La présence de cultures étrangères autour de nous nous a fait prendre conscience que notre culture était menacée. Nous avons peur de disparaître. Et le prix à payer sur le plan culturel nous fait mal. Que souhaitons-nous? Nous souhaitons que les immigrants acceptent les valeurs de base de notre société, en échange de quoi nous accepterions de les accueillir plus ouvertement. Mission impossible, direz-vous? Peut-être pas. Si on avait été capable de voir disparaître comme « Attention, il y a un problème dans l'air, là. Alors, qu'est-ce qu'on désire faire avec ce problème-là? Va-t-on l'aborder comme ceci, comme cela, ou pas du tout? » Ça n'a pas eu une grosse cote d'écoute. Ça a fait fuir une rediffusion. Il n'a même jamais été rediffusé. Mais c'est une grande perte d'information. Après ma naissance, ma grand-mère écrit son autobiographie « Les femmes d'honneur », livre qui me sont dédiés à moi, sa petite-fille. Il y a dans ce livre-là, d'abord et avant tout, le lien très fort et très serré entre Marie-Louise, ma grand-mère, Cécile, ma mère, moi, mes filles
et ma petite-fille. Et ce lien-là, je voulais qu'il devienne encore plus solide pour elle. Je voulais qu'elle sache qu'avant elle, il y avait eu toutes ces femmes-là, et que si ces femmes-là n'avaient pas existé, elle ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Quand Flavie aura mon âge, elle pourra relire ça. Comme moi, je répète ce que ma grand-mère me disait. Ce qu'on écrit, là, l'écriture, là, c'est un lien éternel. Parce que l'écriture peut être bien d'autre chose qu'un livre, ma grand-mère a l'honneur d'écrire une chanson pour la plus grande chanteuse au monde, Céline Dion. Je cherche l'ombre pour pleurer avec toi, mon amour, sous cette vie trop courte qui file entre nos doigts et qui mange les jours en m'éloignant de toi. Bonsoir, Céline! Je t'appelais pour que tu t'en viennes. Comment ça va? Hey, j'ai demandé à des femmes extraordinaires comme vous de m'écrire des chansons qui ne sont pas restées dans l'ombre. D'être dans la lumière, d'être une vedette, ça comporte des obligations. C'est une responsabilité incroyable. Moi, je l'avais quelques heures par jour. Elle l'avait 24 heures sur 24. Et de temps en temps, elle doit vouloir que les lumières s'éteignent, qu'on lui foute la paix et qu'elle puisse vivre un peu sa vie à elle. Et je suis partie de ça. Je cherche l'ombre. De temps en temps, là, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Je reviendrai. Je m'en vais pas pour toujours, mais j'ai besoin d'un espace qui soit à moi. On va pas revivre le moment de la larme qui coule. Là, vous pouvez dire que vous avez un petit œil qui coule parce qu'il y a de l'air conditionné. Mais moi, là, j'ai de l'air conditionné, ces deux yeux. Là. Oh, mon Dieu! On va pas commencer ça. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, Céline n'a toujours pas révélé son amour pour René. Comment vous allez faire pour savoir qu'un homme vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous faites? Parce que je pense de l'avoir déjà trouvé. C'est un secret que j'ai hâte de délivrer. Voulez-vous nous le dire? Non. Il y a une contradiction, là. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Prochaine interview, peut-être. C'est un rendez-vous? J'aimerais ça. Au moment où j'étais avec vous, face à face avec vous, j'étais premièrement très intimidée. Je n'avais pas beaucoup d'expérience et j'ai senti que vous étiez pour avoir le meilleur de moi en me disant, je dois lui faire confiance. Elle est aimée, elle est respectée. C'est une femme qui a beaucoup d'expérience. Elle est extraordinaire. Mais elle sait comment aller chercher les notes qui sont fragilisées. Je devais cacher ce secret encore un peu plus longtemps. Oh! Eh, Seigneur, hein? C'est dur, le show business. Moi, j'ai passé à l'histoire comme celle qui a fait pleurer Céline Dion pendant 1 heure. Oh, excusez. Vous avez touché cette corde. Et je me suis éloignée tout de suite. Et c'est pour ça que je vous en remercie, parce que vous n'êtes pas juste respectée et aimée, vous êtes extrêmement intelligente, parce que vous avez su freiner et sans me toucher, du regard, vous avez arrêté, vous avez asséché mes larmes en disant « Ce que tu n'as pas dit, on l'a compris, et on l'a compris. Je ne vais pas abuser de ces larmes, de cette jeunesse. » Et vous habitez probablement tout le peuple québécois. Vous nous habitez. Vous nous avez marqués. Et vous êtes en nous. Merci Moi, beaucoup. j'ai eu un privilège extraordinaire quand vous avez chanté avant moi. Je cherche l'ombre pour danser avec toi, mon amour, sur cette musique ancienne. Je cherche l'ombre. Tu sais, quand t'es en amour, t'as hâte de le crier sur tous les toits des maisons. C'est dur à garder tout ça. Je cherche Merci. C'est moi qui vous remercie pour tout. Je cherche l'ombre.
Même si elle continue à écrire régulièrement dans les journaux, elle veut s'assurer qu'il y a une jeunesse qui a une vision du Québec. Une jeunesse qui peut prendre la relève. Ma génération, à moi, par exemple, on avait l'impression, vraiment, là, sans méchanceté, mais on avait l'impression que les jeunes savaient pas parler, qu'ils n'étaient pas capables de s'exprimer, qu'ils pouvaient pas dire ce qu'ils ressentaient. Tout ce qu'on entendait, c'est, tu sais, je veux dire... Et puis, tout à coup, on vous avez arrivé, Martine, Gabrielle, puis vous, avec des vrais mots, avec des vraies idées. On va se souvenir de cette année comme étant l'année où les jeunes se sont tenus debout. C'était rafraîchissant. L'avez-vous reçu, ça? Oui, bien, on se l'est fait dire beaucoup, que plusieurs personnes étaient heureuses de constater qu'il y avait une jeunesse articulée, mais pour moi, c'était pas une grande surprise, dans le sens que tous les jours, je croise des jeunes qui sont diplômés des grandes écoles partout à travers le monde, des jeunes Québécois qui occupent des lieux décisionnels importants. On les avait perdus. Ou qui sont aux études, mais je pense que c'est peut-être juste qu'on leur donne pas souvent la parole. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, que vous aimeriez garder? Je pense que les choix qui ont été faits par les générations avant nous des 50 dernières années, autant en éducation, en santé, vont avoir une incidence considérable sur notre qualité de vie. Ils sont toujours valables. La problématique actuellement, je pense qu'il faut au contraire les bonifier puis les encourager et voir comment est-ce qu'on peut les maintenir et les améliorer. Il y a des grandes valeurs, des valeurs d'indépendance, de justice sociale, les valeurs du féminisme. Même le féminisme? Même le féminisme. Même le féminisme. Phew! Même le féminisme. J'ai la ferme conviction qu'il faut continuer de travailler pour la place des femmes, puis que l'égalité... La vraie égalité? La vraie égalité, tout à fait. Moi, en même temps, je n'ai pas vécu les grandes injustices que beaucoup de femmes ont vécues à une autre époque. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est difficile des fois de prendre conscience qu'à par exemple, à une certaine époque, quand les femmes portaient le nom de leurs hommes ou qu'à un certain moment, on ne pouvait pas accéder à certaines professions. Moi, j'ai jamais connu ça. Disons que je suis première ministre, que je vous offre de choisir le ministère qui vous intéresse le plus. Moi, je pense qu'il y a de plus en plus de décisions qui vont se prendre sur la scène internationale. Je ne vous donne pas le ministère que vous avez demandé et je vous demande de prendre l'immigration. L'immigration, j'accepterais pour la raison suivante. Dans une quinzaine d'années, sur les 1,5 million de jeunes Québécois qui auront entre 15 et 29 ans, 400 000 d'entre eux seront nés à l'étranger. Et ça ne compte pas les jeunes issus de deuxième et troisième génération de l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là qui arrivent pensant trouver le bonheur ici? Il faut les intégrer au sens fort du terme. Ça, je pense que ça veut dire les faire participer à un projet politique. Puis ça, durant la grève, ça a été très, très fort. Je me rappelle, le 22 mai, il y a une jeune fille qui vient me voir, qui est d'origine maghrébine. Elle me raconte que depuis qu'ils sont arrivés ici, sa mère regardait uniquement la télévision de son pays d'origine, les journaux de son pays d'origine. Quand la grève a commencé, bien là, évidemment, ça l'a un peu forcé à essayer de comprendre ce qui se passait parce que ces filles portent un carré rouge. Elle leur demandait c'était quoi. Et puis, au fur et à mesure de la grève, cette jeune fille-là me raconte que sa mère s'est politisée. Jusqu'à en arriver à un moment, sa mère se fâche. Il dit... Là, nous, au Québec, on veut une éducation accessible. Wow. Et là, elle me raconte qu'il y a comme un silence autour de la table. Elle dit, là, j'ai compris que ma mère était devenue québécoise. Mais c'est jamais de ces histoires-là qu'on parle. Belle perspective. Il y a du travail à faire, cependant. Oui, il y a du travail à faire. Est-ce que vous savez que si vous portez 2 noms, c'est à cause de moi? Non, je ne savais pas ça. C'est moi qui ai permis que ça arrive. Pour permettre aux jeunes de notre pays de choisir le nom qu'ils voudront éventuellement garder et transmettre. Pour moi, c'est un des héritages les plus importants que tu as légué. Parce que les femmes, à une autre époque, perdaient leur identité. Tu prenais l'identité de ton mari, tu perdais la tienne. Un Québec indépendant, est-ce que c'est dans vos rêves? Moi, c'est dans les miens, en tout cas. Je pense que je suis pas toute seule. Je pense que les jeunes, il va falloir qu'ils comprennent pourquoi on doit faire la souveraineté. Ils commencent à avoir beaucoup d'exemples du pourquoi. Ce qu'on voit au fédéral actuellement est peu réconfortant. Juste l'élection de 2011 a prouvé que le Québec avait même plus sa voix. Lorsqu'on vote maintenant au Québec, ça ne détermine plus un gouvernement majoritaire ou minoritaire. On n'a plus besoin de nous pour faire une majorité. On a été complètement mis de côté. Ce qui est important, c'est de s'engager. De dire, moi, je pense que je peux faire changer les choses, je pense que je peux aider, mais je ne resterai pas chez moi assis, je vais m'engager. Martine, j'ai l'impression d'avoir en face de moi
quelqu'un qui me ressemble beaucoup, avec beaucoup d'années en moins, c'est sûr. Et je me reconnais dans l'engagement, dans ce que tu défends, les positions que tu prends. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va prendre la suite. Je voudrais pas que ça soit un gros fardeau, mais j'arrive à l'âge où je vais bientôt déposer l'avenir de ce que j'ai pu commencer en disant à la personne qui va le recevoir, bonne chance. Ça risque d'être très dur. Mais merci. Moi, je viens de passer un bon moment dans un hôpital. Je ne peux pas dire le pourcentage de personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer. Et ce que j'ai vu là m'a beaucoup fait réfléchir en disant, ces gens-là ne peuvent plus faire de choix. Si on leur avait posé la question quand ils avaient leur tête et qu'ils avaient signé une carte disant, si jamais je mange jusque-là, je veux qu'on me laisse vivre quand même ou je veux qu'on m'aide à mourir vite. Il me semble que ce serait clair pour tout le monde. Vigneault, trouves-tu ça dur, vieillir? Je sais pas si je devrais le dire, mais... Oui? Non. Pas vraiment? Non. Je trouve ça intéressant. OK. C'est parce que je crois qu'il y a d'autres choses après. Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oui, et moi, je crois d'abord en ça. Je distingue pas très bien entre Bouddha, Dieu et Allah et les autres, Yahvé puis le Grand Esprit. N'importe lequel. N'importe lequel. Faites-moi-en un, je vais y croire. Mais la foi est une des aventures souveraines de l'humanité. Mais si c'était possible, là, je m'arrangerais pour partir le même jour que toi. Parce que je pourrais me faufiler. S'il y a quelque chose, je passe avec toi. Puis s'il n'y a rien, accroche-toi après moi. Il y a un amour. On peut s'attendre à la mort ou à une nouvelle vie. Moi, je préfère dire à une nouvelle vie. Il Mais lui donne du temps pour se préparer à l'idée que sa grand-mère n'est pas éternelle. Et de profiter non, vous allez Elle peut pas être l'être. éternelle. Ah non. Ah oui, il peut enfin. Moi, je vais s'astiner toute la journée, là. Parce que, honnêtement, moi, je suis d'accord avec vous, puis je peux m'astiner avec vous tout le temps, parce que nous le sommes. Moi, mon père est parti et il m'habite chaque jour. Puis avant, quand il était là, de tout son physique, pour aller le voir, il fallait que j'aille frapper chez lui. J'ai même plus besoin de voyager puis de dire, je m'ennuie. Puis Il est toujours là. Toujours là. On apprend à vivre à nouveau avec eux d'une autre façon. Céline? Et savez-vous quoi, si je peux me permettre? Tu vieillis bien. Vous n'allez jamais aller frapper à la porte d'une de l'autre. Parce qu'elle va t'habiter tout le temps et vous prenez le meilleur d'elle. Moi, je l'ai beaucoup vécu avec ma mère. Au moment de mourir, j'avais l'impression que la chambre d'hôpital était pleine de monde, comme si elle avait rappelé sa famille, ses amis. Moi, j'ai tout fait. Il n'y avait plus rien à respirer tellement il y avait du monde. Ah oui. Alors, il n'y avait personne. J'étais toute seule avec ma mère et l'infirmière. Mais il y avait plein d'énergie. Mais il y avait une sorte d'énergie dans cette pièce-là. Tu parles souvent à Marie-Louise. Tu l'invoques, tu lui demandes de t'aider, de t'éclairer. Est-ce que tu penses qu'elle est là quelque part? J'espère que oui. Il y a deux personnes que j'appelle plus souvent que d'autres. C'est l'homme que j'ai beaucoup aimé, Laurent, et Marie-Louise. Marie-Louise parce qu'elle m'a tout appris, y compris que la mort, ça fait pas peur. Mamie, dans ce documentaire-là, on a rencontré des gens qui nous ont parlé de toi, ils nous ont dit plein de belles choses. En secret, on a filmé dans le hall d'entrée des messages. Pas vrai. Ça cause un petit trémolo dans la voix et ça génère un petit stress d'interviewer une femme qui a 500 000 entrevues à son actif et qui est reconnue comme la reine de l'entrevue et qui a eu la carrière et la vie fabuleuse que vous avez eue. C'est pour des moments comme ça qu'on fait ce métier-là. C'est exactement ce que je me suis dit au début et je suis extrêmement fière d'être associée à tout ça. Merci beaucoup, Mme Payette, d'être la plus grande révolutionnaire que je connaisse. La plus belle révolutionnaire aussi, de l'avoir été de votre jeunesse à votre sagesse
et d'avoir ouvert le monde de la télévision aux femmes. J'aimerais vous dire qu'un peu partout au Québec, il y a des jeunes qui croient profondément à la place du Québec dans le monde, à l'avenir de la langue française. Moi, j'ai la conviction que le Québec est entre de bonnes mains et que vous pouvez vieillir en paix. Quand on essaie de faire bouger les choses, on le fait jamais à partir de nulle part. Il faut se prendre un élan. Cet élan-là, on le prend dans des grandes figures comme vous. Vous êtes une de ces personnes-là qui inspire encore aujourd'hui la résistance, le combat, et c'est tout à votre honneur. Vous êtes en partie responsable du fait que je suis aujourd'hui première ministre du Québec. Parce que ce que vous m'avez laissé en héritage, comme ce que vous avez laissé en héritage aux femmes du Québec, c'est que c'était possible pour nous aussi d'occuper les plus hautes fonctions, d'assumer les plus grandes responsabilités et d'aller au bout de nos rêves et au bout de ce que l'on est comme femme. Merci, Madame Payette. Tu as cru en nous sur la montagne. Et nous avons tous cru à ta suite. Et tu nous as enseigné à croire. Plein de gens vont dire à Lise Payette qu'ils lui sont reconnaissants pour ce qu'elle a fait pour les femmes. Mais moi, Lise, je veux te dire que je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour les hommes du Québec. Parce qu'en amenant les femmes à l'égalité, le combat de toute ta vie, toi et bien d'autres, bien sûr, tu as profondément changé la définition d'un être masculin. Et l'apparition d'une nouvelle masculinité dans la société québécoise est un grand bien. Pour cela, je te respecte et pour les belles heures que j'ai passées avec toi, je t'aime. Vous avez rassuré mon côté féministe, mon côté de leadership et surtout le fait d'être une femme en politique. Si un jour, et je pense bien me rendre éventuellement à occuper des postes en politique parce que, oui, je le souhaite, vous serez peut-être plus là pour le voir, mais sachez que ce sera grâce à vous parce que vous m'avez donné confiance. Vous avez dit une chose. Vous avez dit que la jeunesse était votre espoir, mais sachez que vous m'avez aussi permis d'espérer. Merci à vous. Pour moi, tu es vraiment une inspiration incroyable. Et tous les jours, j'ai envie de me dépasser, de travailler fort, parce que toi, tu l'as fait. Et pour moi, c'est tellement, tellement inspirant, mamie. Merci, c'est un grand plaisir de t'avoir dans ma vie. Je t'aime. Pauvre mamie.